Deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films. Pour cette deuxième émission, je suis toujours accompagné de Benjamin. Bonjour Benjamin, ça va? Salut Thomas, ça va très bien, merci d'être là, c'est sympa de faire ce deuxième épisode. Eh ben oui, parce que le premier épisode vous a beaucoup plu, on est très content de vos retours. Alors on va pas s'arrêter là. D'ailleurs, vous pouvez laisser un avis sur le podcast et le faire découvrir à d'autres personnes qui aiment le cinéma. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Pour cet épisode 2, Benjamin, c'est toi qui as choisi les films qu'on va traiter, alors est-ce que tu peux nous les présenter et nous dire pourquoi tu as choisi ces films? Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi Shaun of the Dead de Edgar Wright, qui est sorti en 2004, et Rocky, le premier, sorti en 1976 et réalisé par John J. Avildsen. Et il me semble que tu aimes beaucoup Rocky. Bah ouais, j'adore Rocky, c'est une histoire qui me touche beaucoup et qui a beaucoup touché les Américains à sa sortie, puisqu'il a quand même remporté l'Oscar du meilleur film devant Taxi Driver. Alors Rocky, ça parle de quoi? En fait, c'est l'histoire d'un mec qui vit à Philadelphie et qui rêve de devenir boxeur professionnel, fait des petits combats par-ci par-là, mais il gagne pas beaucoup d'argent, il galère. Et un jour, il y a Apollo Creed, donc le champion du monde poids lourd, qui va lui proposer de mettre son titre en jeu et de l'affronter sur le ring. Donc Rocky, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évidemment saisir cette opportunité, il va l'affronter dans le but de réaliser son rêve. Et donc comme je disais, c'est un film qui va conquérir le public à sa sortie en 1976. Tout le monde va être touché par son histoire parce que Rocky, c'est un bon gars, il est sympa, on veut le voir réussir. Et c'est un film qui retranscrit vraiment la valeur du rêve américain, à savoir que n'importe qui peut avoir sa chance de réussir aux États-Unis. Et c'est un film ultra personnel pour Stallone qui a écrit le film et qui réalisera certaines des suites. Et ça arrive aussi à une période dans sa vie où il galère, où il est obligé de vendre son chien pour réussir à manger. Rocky, en fait, c'est lui, c'est son visage à moitié paralysé, c'est sa façon de parler avec sa diction assez atypique. Et quand on mélange tout ça, on obtient un énorme succès public et critique qui sort définitivement Stallone de la merde. Par contre, Shaun of the Dead, il me semble que ça n'a rien à voir avec tout ça. Eh ben non, parce que Shaun of the Dead, c'est un film de zombies, dans la pure tradition, comme pourrait l'être un film de George Romero, mais avec évidemment l'humour british en plus. Donc Shaun of the Dead, qu'est-ce que c'est? Sean, il a presque 30 ans, et il fait pas grand-chose de sa vie. Il boit des coups au Winchester, qui est un pub, avec son ami Ed, qui est aussi son colocataire, et à part ça, il joue aux jeux vidéo, et ouais, 2 fois de temps en temps, il a un peu de temps pour sa copine, Liz, qui aime pas trop ça, parce que Liz, elle aimerait que Sean, il prenne un peu sa vie en main, qu'il s'investisse plus dans leur relation. Sauf que Sean, il a pas envie, il est incapable de le faire. Sauf que le jour où il y a une apocalypse zombie, il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts et prendre sa vie en main. Et donc Benjamin, maintenant qu'on a dit tout ça, pour toi, c'est quoi les points communs entre ces deux films? Rien que dans la genèse des films en soi, ils sont un peu similaires, dans le sens où Stallone n'a pas réalisé le premier Rocky, mais il a écrit et va réaliser ensuite 4 des 6 films. Donc c'est quand même sa saga, et ça se voit qu'il porte le projet à bout de bras, il a porté pendant 40 ans. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, il était dans une période où il galérait, il était obligé de faire des films pour adultes soft, pour gagner sa vie, de vendre son chien. Il a des photos de lui sur le miroir dans sa chambre. Il y a son propre chien qui joue dans le film parce qu'il a pu le racheter après l'avoir vendu. Il est même crédité au générique. C'est Butkus, ouais. Stallone. Et c'est après avoir vu un match de boxe qu'il a décidé d'écrire Rocky en 4 jours. Il a tenté, il a vendu son scénario au studio qui voulait pas l'embaucher lui, mais il a dit non, mais quitte à avoir un budget dérisoire, je veux jouer dedans, je veux être le rôle titre parce que c'est mon film, c'est moi qui dois porter Rocky à l'écran. Et Shaun of the Dead, c'est un peu pareil, parce qu'Edgar Wright, c'est son premier film, parce qu'avant il avait bossé sur une série qui s'appelle Spaced, avec Nick Frost et Simon Pegg, qui sont les acteurs principaux de Shaun of the Dead. Et il a voulu s'essayer au cinéma, parce qu'il avait réalisé un segment dans sa série qui ressemblait à Resident Evil, et il s'est dit mais pourquoi pas faire un film de zombies en entier, parce que j'aime bien les films de Romero, j'aime bien Resident Evil. Et il l'a fait, il a porté le projet, et au final c'était un énorme succès à sa sortie. Alors peut-être pas autant que Rocky à son époque, mais il a quand même placé Edgar Wright sur la carte des réalisateurs, et c'est avec ça qu'ensuite il a pu enchaîner avec Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, Scott Pilgrim, et plein d'autres films que vous connaissez. Bah ouais, effectivement, au niveau des budgets, c'est 1 million pour Rocky et 225 millions de recettes, ce qui est excessivement rentable. Shaun of the Dead, c'est un peu plus cher, c'est 6 millions pour 30 millions de recettes, mais ça reste un film britannique. C'est 2 gros succès qui partaient de pas grand-chose. Dans ces 2 films, ils partent un peu du même point de départ, c'est-à-dire on a un personnage principal qui galère dans sa vie, qui galère au travail, qui galère amoureusement, et c'est un petit homme du peuple, c'est un monsieur tout le monde, qui va se retrouver un peu face à un Goliath. C'est exactement ça. Les parallèles se voient aussi dans les personnages, même s'il y a quelques différences, dans le sens où Rocky essaie de conquérir Adrienne, où il passe la voir le matin, le soir, à son animalerie, et j'aime bien le langage visuel,
où souvent Adrienne, elle est coincée dans son coin de l'image. Elle est derrière une cage à oiseaux, donc Ouais. c'est pas forcément le symbolisme le plus subtil, mais ça marche. Et au fur et à mesure, elle va se réussir à s'émanciper, notamment par rapport à son frère, Polly, qui est aussi un ami de Rocky, qui est jaloux, un peu agressif, mais bon, ça reste un bon pote quand même. Bon, il y a quelques excès de violence. Voilà. Pas le mec le plus adorable du monde non plus. Hein, mais... Non plus. Mais voilà, c'est parce qu'il est jaloux en fait. Et quand il voit que sa sœur, elle se met avec son meilleur ami, que lui a une chance exceptionnelle de devenir une célébrité, de battre le champion du monde, même si ça semble impossible, il le prend mal. Alors que Sean, lui, c'est un peu pareil. C'est un loser, et les colocs de sa copine lui disent rabâche sans cesse, ouais. Exactement. Et au moment où il commence à devenir un leader, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour se sauver, pour sauver sa mère, et qui vraiment est compétent en plus, hein, parce qu'il y arrive plus ou moins. Et plus ou moins, hein, parce que son plan, il était pas non plus hyper brillant. Non, mais c'est mieux. Des fois, c'est mieux que rien. Et justement, ces colocs, ils le prennent mal. Ils n'arrêtent pas de faire de plus en plus de remarques, alors que les faits sont là. Est-ce que c'est de la jalousie, peut-être? Peut-être. Enfin, oui, dans le film, oui, on explique clairement, parce que c'est parce que le coloc en question était amoureux de la fille. Exactement, de Lise. Le point commun entre les deux films, surtout, c'est que à la fin, les deux personnages se retrouvent avec celle qu'il aime. Ils ont traversé des épreuves et tout, ça a été compliqué. C'est ce qu'il y a de plus important, plus que battre l'invasion de zombies, plus que battre Apollo Creed, l'important, c'est l'amour. Exactement. Au-delà de l'intérêt amoureux du protagoniste, même au niveau des amis, c'est-à-dire que Polly, c'est l'ami qui, au début, a une meilleure situation que Rocky, parce que lui, il a un vrai travail, alors que Rocky, il s'occupe de récupérer de l'argent pour un usurier de seconde zone. Et au fur et à mesure, on se rend compte que Polly, il jalouse Rocky, et en plus, il arrête pas de lui demander trouve-moi un boulot avec l'usurier, avec Monsieur Grasso. Moi, j'en ai marre de trimballer des carcasses. Et je trouve qu'il y a un peu la même dynamique donc entre Sean et Ed, où Ed, c'est le colocataire, voilà, oui, c'est son pote d'enfance, oui, il s'amuse bien en jouant aux jeux vidéo et en allant boire des coups, mais en fait, il progresse pas, il le tire vers le bas. C'est en remettant en question son amitié, en lui mettant vraiment les faits devant le visage, parce qu'il y a plein de fois où Ed, justement, met en danger la survie du groupe, qu'il arrive à avancer. Il y a ce parallèle-là, mais aussi, je trouve, le rapport au père, entre gros guillemets, puisque Sean, dans le film, il a son beau-père, qu'il déteste, et qui, au final, dans ses derniers instants, pardonne et arrive à créer une relation avec lui. Voilà, il comprend qu'il aurait pas dû être en colère, qu'il aurait dû profiter d'une figure paternelle qui aurait pu lui permettre de mieux s'en sortir dans sa vie. Et Rocky, c'est un peu pareil avec Mickey, son entraîneur, qui, voilà, il le reproche de pas l'avoir aidé 6 ans auparavant quand il voulait devenir boxeur, et qu'au moment où il a une possibilité de devenir champion poids lourd, et bien comme par hasard, Mickey vient le voir. Sauf qu'il lui dit, toi, t'as ta chance de faire ça maintenant, de combattre Apollo Creed. Moi, j'ai pas eu la mienne, j'ai mal été conseillé, j'en ai pris plein la gueule, et là, je peux t'aider. Là, tu peux faire quelque chose, parce que sans manager, t'iras pas loin, tu te feras rétamer. Et pour le coup, il aide vraiment, et c'est que dans plusieurs films après qu'il va mourir, et la mort de Mickey est assez triste, justement. C'est la première mort importante, parce que c'est dans Rocky 3. C'est avant Apollo Creed? Ouais, Apollo Creed, c'est dans le 4, c'est contre Ivan Drago. Ah, c'est dans le 4. Alors oui, on spoil Rocky, mais bon, si vous n'avez pas vu encore, bon. C'est pas très grave. Donc, rapport au père, rapport aussi au lieu de vie, parce que les deux personnages, que ce soit Rocky ou Sean, ils évoluent dans leur film dans un quartier qui est un peu à eux. C'est là où ils ont grandi un peu. Ils connaissent globalement tout le monde. Et ça se passe en quasi huis clos du quartier. On sort pas de cet endroit-là, de cet espace-là, quand Rocky va s'entraîner. Il va sur les marches de Philadelphie, mais c'est un endroit qu'il connaît par cœur. Et dans son quartier, on le voit, quand il court, des gens lui jettent des pommes. D'ailleurs, je crois que ça, c'était improvisé. Totalement improvisé, voilà. Effectivement. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont tourné le truc totalement commando, où ils étaient en camionnette, et dès qu'ils voyaient un endroit sympa où tourner, allez, Stallone, il se mettait à courir, et Wilson, il filmait. Pour le coup, c'était vraiment les années 70, parce que Edgar Wright, il a eu quand même un bon cadre pour le faire, son film. Autant le film de boxe dans les milieux défavorisés américains, ça on connaît, mais le film de zombies dans la banlieue de Londres, ça pour le coup, c'était assez nouveau à l'époque. Et ce que j'aime bien, c'est que même si le film est quand même une comédie, parce que bon, en général, on se marre devant, les moments d'émotion sont quand même assez puissants, et surtout, la menace est bien réelle, c'est-à-dire c'est pas des zombies qui ne font jamais de mal. Il y a un véritable danger. Vers la fin du film, la comédie, elle y est quasiment plus. C'est ça, en fait, Shaun of the Dead, c'est un film qui utilise à la perfection les codes du genre qui parodie, c'est-à-dire les films de Romero, les Of the Dead, les Army of the Dead, les Dawn of the Dead. Et donc, il s'approprie tous ces codes jusqu'au type d'éclairage, au type d'optique qui sont utilisés. Et Rocky fait pareil dans son style, c'est-à-dire le film de sport, où il réutilise, ou alors il a un peu inventé, je sais pas. Il y a eu Raging Bull avant, de Scorsese, mais ouais. Bon, c'était quand même aussi particulier dans son style. Et c'est des codes qu'on connaît, qui poussent à la perfection, quoi, pour créer des émotions, pour créer des choses qui sont assez fortes. Même si Rocky a été précurseur dans certains domaines, et notamment la Steadicam, et ils ont eu l'idée de s'en servir pour le film, parce que c'était moins cher qu'une grue, et du coup, plus simple à manier, surtout pour monter les marches, donc cette fameuse scène culte. Effectivement, c'est Garrett Brown, je l'avais noté, qui a révolutionné la Steadicam. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que sur YouTube, on peut retrouver les vidéos où il teste la Steadicam sur les marches de Philadelphie avec sa petite copine. Il filme sa copine en train de grimper les marches et de refaire exactement le plan qui sera dans le film plus tard.
Au niveau de la construction du récit, je trouve qu'il y a des similitudes parce que ce soit Sean ou Rocky, à un moment donné, ils doivent se préparer à affronter cette menace qui va leur tomber dessus. Et il y a une scène d'entraînement dans chaque film, efficace, très iconique. Rocky, il s'entraîne, il va courir, il va taper dans le punching ball. Et Sean, lui, il s'entraîne à tuer des zombies en leur lançant des vinyles dessus. Pareil, scène très efficace d'entraînement. Et quand ils récupèrent aussi leur outil dans la cabane, tant qu'on parle de construction de récit, moi ce que j'adore dans Shaun of the Dead, et c'est ce que j'adore chez Edgar Wright en général, c'est le foreshadowing. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où les personnages annoncent ce qui va se passer dans le film, ou alors c'est fait visuellement, mais la scène qui le résume le mieux, c'est quand du coup Sean se fait plaquer par Liz, et que Ed lui dit « Mais t'inquiète pas, demain on va boire, on va faire ça, ça, ça et ça », et en fait c'est que des métaphores pour ce qui va se passer après. Et quand on lui demande comment ça va en ce moment, on survit. Et après, on survit. Ou même quand le colocataire vient pour engueuler Sean et qu'on voit qu'il a été mordu, bon évidemment à ce moment-là il se doute de rien, et il s'engueule et le coloc remonte. Sean lui dit la prochaine fois que je te vois, t'es mort. Et c'est vrai. Devine quoi, il est mort. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort-vivant? Il est mort-vivant. Oh oui. Après, il y a aussi le fusil de Tchekhov très très littéral, puisque Oui. on a le Winchester accroché au mur qui va servir après à tuer des zombies. Qui pense qu'il est un faux, qui est une réplique, alors qu'au final il s'avère bien réel. Eh oui. Un peu comme Sean qui pense qu'il est un loser et qu'il peut pas faire mieux malgré toute sa bonne volonté, et qu'au final qui s'avère être un véritable leader et un véritable survivant. Est-ce qu'on retrouve ce genre de foreshadowing dans Rocky? Pas forcément du foreshadowing, mais plus la façon dont est traité Rocky, qui amène à sa victoire, où on voit que Apollo n'a pas forcément de chance sur le plan moral, c'est-à-dire que Rocky, forcément, il est traité un peu comme un idiot, bon, ce qu'il est un peu, parce qu'il est un peu simplé. On le voit notamment grâce au promoteur, la scène où Rocky vient sur l'arène le jour avant le combat, et que la grande image qu'il y a de lui, c'est pas la bonne couleur du short. Oui. Et que le promoteur dit, qu'est-ce que ça change? La preuve, même ce moment où Rocky parle à la télé, le plan travelling en arrière, et on voit tous les promoteurs, tous les hommes d'affaires qui s'affaissent devant, qui parlent, et Apollo Creed qui ne regarde même pas son adversaire. De toute façon, Apollo Creed il s'en fiche de Rocky. Lui ce qui l'intéresse, c'est le nom, les talents italiens, c'est pour ça qu'il a été choisi. Parce qu'il trouvait que ça sonnait bien, et quand son promoteur lui dit « J'adore ça Apollo, c'est super intelligent », et Creed lui répond « Non, c'est très américain ». D'ailleurs, c'est encore plus littéral quand Rocky, lui, il arrive juste avec son peignoir, avec la marque de l'abattoir derrière. Et l'autre, il arrive en George Washington. Voilà. Oui, il veut porter toute la symbolique sur ses épaules. Il veut se montrer en héros, alors que le vrai héros, c'est Rocky. C'est le David contre Goliath. Au final, c'est Rocky qui représente le mieux ce rêve américain supposé, alors que c'est pas lui qui emporte les couleurs sur son short. Exactement. Il y a notamment cette réplique que j'aime beaucoup dans le film, pendant le combat, quand il y a le manager qui vient voir Apollo Creed dans le coin et qui lui dit « Il ne voit pas que c'est un spectacle, il croit que c'est un vrai match. » J'adore cette réplique parce que justement après il y a tout un changement de mentalité qui s'opère dans la tête d'Apollo Creed qu'on voit à l'image, où il passe de champion qui vient faire son show à champion qui veut garder son titre, clairement. Parce qu'il est conscient qu'il y a un risque. Et c'est ça que j'aime bien avec Rocky, c'est que c'est un peu son parcours dans Rocky 3, où justement lui est champion, il s'embourgeoisise, c'est dur à dire. Et qu'au final il perd contre Clubber Lang, et c'est là que Apollo, qui a lui déjà appris sa leçon, vient pour lui remettre les idées en place, il dit non mais t'es champion mais c'est pas acquis. Rappelle-toi comment t'as trimé dans Rocky 1 et 2. On va courir sur la plage en faisant des gros câlins, ça va aller. C'est exactement ça. J'ai relevé dans les deux films l'importance du rouge. Alors évidemment pour le sang, mais aussi sur les vêtements du personnage. Sean qui a du rouge sur sa chemise à cause du stylo. Et sa cravate. Et sa cravate qui va se transformer en sang, donc la tache de stylo on la voit plus. Et justement Rocky qui a donc sa culotte blanche avec des bandes rouges qui a été inversée sur le grand panneau comme tu l'as dit. Donc c'est au niveau du code couleur dans les deux films on est sur la même idée. Moi ce que j'aime bien avec Rocky surtout c'est que c'est un personnage qui est droit, parce qu'on le voit comme tu disais tout à l'heure, c'est un bon gars, c'est-à-dire qu'il encourage le groupe de chanteur local, il raccompagne la petite Marie chez elle parce qu'il veut pas qu'elle ait de mauvaise fréquentation. Et il veut l'aider surtout pour pas qu'elle tourne mal. C'est ça, c'est le bon gars. Et c'est ça qu'on aime bien chez lui, c'est qu'il se trahit pas. Il grandit, il devient un champion. Même dans les films d'après on le voit, c'est quelqu'un qui reste simple. Malgré la richesse, le succès et la puissance qu'il a, il reste simple. Il a des valeurs. Parce que là, même quand il est riche, il s'achète un collier pour chien en tant que bracelet parce qu'il trouve que c'est stylé. Et il a aucun souci à revenir chez lui dans Rocky 5 parce qu'il est pauvre. Alors ça lui fait mal à l'ego forcément parce que il veut le meilleur pour sa femme, pour son gamin, mais en soi, il est aussi à l'aise dans la richesse que dans la pauvreté. Et Sean, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que à la fin du film, donc c'est le seul survivant du bar avec Liz, parce que Ed s'est fait mordre, mais on se rend compte à la fin qu'il a gardé Ed en zombie dans la cabane du jardin
gamin et qui joue avec lui aux jeux vidéo encore, parce que bon, bah, a priori c'est un réflexe qui est resté. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que bah, Sean il a grandi, il s'est engagé avec Liz, voilà, ils vivent ensemble et tout, mais il se trahit pas. Parce que, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut toujours garder notre part, on va dire, d'innocence, ce qui fait notre personnalité. C'est vrai que c'est un truc que je trouve hyper marrant dans le film, c'est que même quand les gens deviennent des zombies, ils gardent leur réflexe. C'est-à-dire que le beau-père, il va aller éteindre l'autoradio parce que quand même la musique elle est trop forte. Exactement. J'adore ça me fait vraiment beaucoup rire. Ça, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs gags du film, alors qu'il passe vraiment inaperçu. On peut vraiment passer à côté. Parce que c'est très facile de s'identifier à tous ces réflexes, parce que voilà, vu que c'est un cadre très quotidien au final, de voir tous ces personnages, voilà, même en zombie, ils gardent leurs réflexes. Ce qui est aussi un héritage de Romero, alors je crois que c'est dans Night of the Living Dead, enfin en tout cas dans le deuxième qu'il avait fait, ou non, je crois que c'était Dawn of the Living Dead, celui qui se passe dans un centre commercial, où en fait les zombies reviennent, et qu'un des personnages explique qu'en fait ils reviennent là par réflexe. Parce que c'est ce qu'ils faisaient souvent dans leur vie d'avant. De toute façon, les films de zombies servent souvent à critiquer la société de consommation. C'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu dans certains films de zombies ou des séries de zombies, où c'est juste une masse informe qui ressemble un peu à rien. Mais c'est ce qui est montré déjà dès le générique de Shaun of the Dead. Exactement, j'allais en parler. On montre, enfin c'est pas encore des zombies, c'est juste des gens qui vivent leur vie, et on montre le quotidien. Ah, quand tu fais la queue au supermarché, quand tu fais la queue à la poste, quand tu danses avec tes potes et que t'es un peu défoncé. Et Ed, dans tout le film, c'est un zombie. Déjà, dans tout le film, à la fin, il a pas tant changé. Il est sur son canapé en train de jouer à ses jeux vidéo, de pas bouger. Après, c'est ça que j'aime bien aussi avec Edgar Wright, c'est que comme Sean, il se trahit pas, c'est-à-dire qu'il garde souvent les mêmes acteurs, ou en tout cas, il les a gardés pour la trilogie du Cornetto. Et ce que j'aime bien dans Hot Fuzz, donc le film qu'il a fait juste après avec les policiers, c'est que bah, la dynamique est un peu inverse. Où en fait, Simon Pegg, lui c'est le méga flic de Londres, super badass, et Nick Frost qui lui est le policier tranquille du petit village de campagne, et on pourrait se dire que bah ouais il va le traîner vers le bas, mais non au contraire en fait, il lui apprend à lâcher du zeste, apprécier un peu la vie, puis on va mater Bad Boys et Point Break, et on va s'amuser. Et au final il en sort grandi grâce à ses relations, du coup ce qui est l'inverse de Sean, et je trouve que c'est sympa pour éviter la redite. Si on parle un petit peu de la trilogie du Cornetto, donc qui est composée de 3 films, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Dernier Pub avant la fin du monde, ils ont plusieurs points communs qui font que c'est une trilogie non officielle. Est-ce que tu peux me lister tous les points communs qu'ont les films ? Alors bah, forcément le plus évident, c'est un cornetto d'une saveur différente. Alors, si mes souvenirs sont bons, dans Shaun of the Dead, c'est un cornetto à la fraise. J'ai pas tous les détails, je peux pas te valider, mais... Hot Fuzz, c'est une saveur bleue. Je crois que c'est menthe ou quelque chose comme ça. Et Dernier Pub avant la fin du monde, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors évidemment, il y a aussi le duo d'acteurs principal, donc Simon Pegg et Nick Frost. Et de scénaristes, avec Simon Pegg et Edgar Wright. Également. Après, je sais pas si on peut vraiment citer ça comme des points communs, mais on va dire le style d'Edgar Wright, avec son montage super rythmé et millimétré. Au-delà de ça, c'est surtout qu'il parodie des genres très codifiés. Bien sûr. Dans chacun de ses films, c'est donc les films de zombies, le buddy movie, voilà, avec le duo de flics. Il y a d'autres points communs, est-ce que tu les as ? Vraiment des scènes en commun dans tous les films ? Il y a toujours plus ou moins une scène musicale, avec vraiment une musique qui donne le rythme de la scène. Ouais. Il y a toujours ce passage où genre un personnage dit un truc, non, j'ai pas. Alors, là comme ça, j'ai pas. Il y a dans chaque film un personnage qui passe à travers une barrière. C'est-à-dire soit il escalade la barrière tombe, soit il passe au travers complètement. Eh oui, putain. Il y a les plans jump cut sur la tireuse à bière. Ok. Et il y a des caméos de Martin Freeman dans chaque film. Aussi, oui. Remarque, dans le Dernier Pas avant la fin du monde, il a pas qu'un caméo. Il a un vrai rôle. Il joue un des personnages, pour le coup. D'ailleurs, il y a d'autres acteurs connus qui font des caméos dans la trilogie Cornetto. Il y a Cate Blanchett et Peter Jackson dans Hot Fuzz, au tout début. Ça, j'avais pas du tout vu. Cate Blanchett qui joue la copine qui fait partie de l'équipe de la police scientifique. D'accord. Et bon, forcément, elle a une espèce de cagoule et un masque, donc on la reconnaît pas. Ouais. Mais bon, on reconnaît ses yeux pour ceux qui reconnaissent, et sa voix, éventuellement. Donc Simon Pegg et Nick Frost, on les a retrouvés dans d'autres films, autres que la trilogie du Cornetto. Il y en a quelques-uns. Est-ce que tu les as ? Il y en a un entre Hot Fuzz et Dernier Pub. C'est Paul. Tu vois ou pas le film, avec l'extraterrestre. Ben, je pensais que c'était un film d'Edgar Wright, et pas du tout. Ils ont aussi fait une apparition dans Tintin, où ils jouent Dupont et Dupont. Tout à fait. C'est fou. Et on les a vus dans Les Box Trolls, pareil, un film d'animation, mais ils n'ont pas des rôles principaux, enfin j'ai pas vu le film. Et dans Massacre au pensionnat, qui est sorti en 2018. J'ai jamais entendu parler de ce film. Moi non plus. Vraiment, voilà, j'ai hâte que Edgar Wright refasse un film avec ce duo d'acteurs. Bien sûr. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur les points communs entre les films ? Il y a le fait que la violence, donc la boxe dans le cadre de Rocky et l'éclatage de zombies dans le cadre de Shaun of the Dead, c'est pas le centre du film en fait. Évidemment c'est important parce que c'est le moteur de l'histoire, mais Rocky,
Dans Rocky 1, en tout cas, le combat contre Apollo Creed, il dure un quart d'heure, sur un film de presque 2 heures. C'est un film qui est plus centré sur l'humain, comme Shaun of the Dead. En fait, le sujet principal du film n'est pas le sujet principal du film. C'est un support. Exactement. Et il y a plein de gens qui, je pense, ont cet a priori sur les films Rocky. Parce qu'en général, quand tu dis que Rocky, c'est des films bourrins qui ont aucune réflexion, aucun thème, c'est que tu ne les as pas vus. Parce que l'image qu'on a de Stallone, c'est plus Rambo que Rocky en général. Jusqu'au 4, enfin le 3 c'est plus centré sur la boxe, mais en tout cas 1, 2 c'est vraiment centré sur l'humain. 4 c'est particulier parce qu'il y a vraiment le contexte politique de guerre froide. Même si Rocky 4, il y a un peu le message, c'est certes un peu naïf, un peu neuneux de dire les soviétiques et les américains, on devrait tous vivre la main dans la main parce que c'est mieux que de se taper. De manière générale, c'est un peu neuneux Rocky, enfin c'est très idéaliste, on va dire. C'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Apollo Creed n'est pas un méchant, c'est pas un antagoniste non plus, ils deviennent très amis après, il y a le combat à la fin de Rocky 2, c'est pas un méchant, c'est juste quelqu'un qui essaie de profiter un petit peu de la situation. Et au final, Creed se trouve à avoir aussi quelque chose à prouver dans le 2. C'est que les gens l'accusent d'avoir triché, d'avoir pris le combat à la légère. Bon, pour le coup, c'est plus son ego qui est touché, alors que Rocky, c'est vraiment une ambition profonde. Mais ça sert, et c'est ça qui fait de bons antagonistes. C'est ce qui s'est perdu, je trouve, dans Creed 3. C'est-à-dire que Creed 3, c'est vraiment un film qui est centré sur la boxe, avec cet antagoniste, qui est un antagoniste de la vraie vie, du coup, maintenant, qui est plus dans le cliché, on va dire, dans le vrai cliché de c'est un méchant, il sort de prison et il veut sa ceinture de champion poids lourd. Alors que Creed 2, ça aurait pu être très casse-gueule, hein. Avec le fils de Ivan Drago, ça aurait pu être juste une bête histoire de vengeance, mais... Un peu fan-service. Voilà, mais je trouve que le film se tient très bien. Et oui, j'ai pleuré à la fin de Creed 2, je n'ai pas honte. Il n'y a aucune honte à pleurer devant les films. Mais c'est surtout la fin avec Rocky qui revoit son fils. Parce que si vous n'avez pas le contexte, Stallone il a perdu son fils. Enfin, le fils de Stallone est mort dans la vraie vie, entre Rocky 6 et Creed 1. C'est pour ça qu'il apparaît pas dedans. Sauf que dans Rocky 6, son fils était joué par Milo Ventimiglia, vous avez vu dans, par exemple, This Is Us, alors que il était joué par son vrai fils dans le 4 et le 5. Du coup, dans Creed 2, quand on revoit son fils, on imagine toujours Stallone qui doit jouer face à son fils dans le film, et son fils, on va dire, dans la vraie vie, sauf que c'est plus le cas maintenant. Et je sais pas, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'émouvant, et je pense que ça ne marcherait pas si Stallone et Rocky n'étaient pas autant confondus en tant que personnages. Si c'était un rôle, juste un rôle de composition quelconque, alors oui, ça serait une coïncidence un peu tragique, mais là, le fait que ce soit vraiment intimement lié, je trouve que ça rajoute beaucoup plus d'émotion quand on a conscience de la chose. J'avais pas du tout cette anecdote, effectivement, ok. Alors pour conclure, moi je te propose une phrase qui résume les deux films en même temps. Alors moi je te parle d'un film avec un personnage principal qui galère professionnellement et amoureusement, et un jour il y a un grand adversaire qui va venir se dresser face à lui. Cette menace va venir bousculer son quotidien, et alors il va s'entraîner à l'aide de son meilleur ami qui est un fainéant alcoolique, et une fois prêt, il vient se dresser face à la foule avec son vêtement blanc à motif rouge pour tenter de terrasser son ennemi. Et à la fin de l'affrontement, épuisé, ensanglanté, désorienté, et sans avoir réussi à vaincre son adversaire, il se retrouve avec celle qu'il aime, et c'est le plus important. Est-ce que tu valides ? Je valide totalement. Je suis chopé les bons petits détails. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette deuxième émission de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine émission, on va tester une variante de ce format, puisqu'on va traiter de deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup, mais qui en fait n'ont rien à voir. Et donc on parlera de Madame Doubtfire et de Tootsie. En attendant cette prochaine émission, vous pouvez retrouver l'intégrale des films Rocky sur Canal+, et Shaun of the Dead sur Paramount+, et sur Shadows. Et bien évidemment, les deux films sont dispo en Blu-ray et en DVD. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, bye! Salut! Ils savent que le monde entier va regarder ce combat. Il n'y en a pas un capable de battre. Ils veulent pas être le mec qui prend une branlée devant le monde entier. Tu peux sortir avec mes amis maintenant, une comédienne ratée et un pauvre con. Oh, t'es un peu dur. Ce sont tes mots. J'ai jamais dit que Diane était une comédienne ratée. Je sais pas que c'est un spectacle. Ils voient que c'est un vrai match. Je vais le finir. Oui, finis-le, ce théâtre. Et rentrons. Ouais. Capable de tuer mon colocataire, ma mère et ma petite amie en une seule et même soirée. Voilà. J'ai Des infos au pif. J'aimerais mettre un petit mot d'ailleurs sur la VF de Rocky. Ouais. Parce que c'est les bonnes VF des années 70. Les meilleurs.
Évidemment, Alain Dorval, la VF iconique de Stallone. Hein. C'est pour ça que j'aime bien voir le film dans les deux langues, c'est que dans les deux, voilà, il y a ce charme-là. Alors pour le coup, Shaun of the Dead, je ne l'ai jamais vu en VF. J'ai vu Shaun of the Dead que en VF, moi. Ah ouais? Ouais, bah, parce que de manière générale, je regarde mes films en VF. Mais. Tu t'as tiré des foudres, mon dieu. Oh, je m'en fous. Comment tu vas être un podcast de cinéma sérieux si tu ne regardes pas tes films en VO? Ben, en fait, le truc, c'est que moi, je préfère les films en VF, je m'en fous. Mais c'est surtout que moi, j'aime bien l'image dans les films et que je trouve que s'il y a des sous-titres, ben, je me concentre moins sur l'image. C'est un truc que Hitchcock disait, qu'il valait mieux regarder des films dans sa langue maternelle pour plus se concentrer sur l'image et pas avoir les yeux sans cesse qui font des allers-retours. C'est un argument, vous en faites ce que vous voulez, de toute façon je fais ce que je veux, je m'en fous. On fera jamais de débat VO-VF dans cette émission parce que Bah, de toute façon, j'aime les deux. La VF est dominante en France, de toute façon quand tu Bien vas sûr. voir un film au cinéma, à part dans certaines grandes salles, c'est souvent en VF. T'as pas trop le choix. Ouais. T'as pas trop le choix, puis on fait avec, et puis on fait quand même des meilleures adaptations au monde. Hein. On a les meilleurs comédiens de doublage. Les meilleures versions, voilà, c'est en France et en Belgique.